7 jours, 7 livres. C'est le 2. Il y en a qui seront plus ou moins faciles. Jean-Christophe Bailly, Jour d'Amérique. Rendez-vous avec plaisir. Tu peux ouvrir le dedans de toi et ça parlera. Et puis tous les bouquins de Bailly, je les ai là. Et Bailly, il n'est pas étranger. Hans Zischler aux éditions Macula. On en avait parlé l'autre jour. Qu'est-ce qu'il avait fait, Zischler? C'est que toute sa vie, il avait collectionné ces petits papiers là que vous gribouillez sur une table de bistrot, que vous laissez derrière vous, là, où tu racontes un plan de chemin. Ben lui, il gardait ça. Faire tout un livre sur ces petites choses qui vous empêchent d'être égaré, mais qui vous égarent encore plus quand vous les reprenez sur votre bureau après. Alors, c'est comme ça que j'ai découvert Hans Zischler. Et c'était aussi chez Macula, collection dirigée par Jean-Christophe Bailly, et avec une préface de Bailly. Alors évidemment, tu y vas tout droit. C'est comme les photographies de Lewis Boltz, découvertes par Jean-Christophe, tellement d'autres choses. Mais j'ai tellement été surpris par Zischler que je me suis dit, mais t'as pas le droit, faut que t'y ailles. Alors, Berlin est trop grand pour Berlin. Mais alors, le problème, c'est que des livres sur Berlin, mais t'en as plein. Et puis moi, Berlin, ça fait partie de ma vie. C'est un an de ma vie, l'année 1988, avec une bourse du DAAD, Berliner Künstler Programme. Ouais, sacrément chouette ce truc. Et puis, c'était une maison réservée. L'étage au-dessus, c'était un écrivain roumain, maintenant à New York, Norman Manea. On était très amis toute cette année-là. Et puis, juste en dessous, c'était un compositeur, Arvo Pärt. Tu le croisais dans l'escalier. Je fais pas trop de bruit, hein. Une autre fois, c'était... Ah, c'est vous qui jouez du violoncelle le matin? Putain, le violoncelle, je l'ai foutu au mur, je l'ai touché. Ce qui était totalement contraire à ce qu'il aurait souhaité. Hans Zischler, donc, Berlin, tu te dis, mais livre sur une ville, cette ville qui m'appartient, ces souvenirs qui m'appartiennent. Mais... donc j'y vais, puis c'est le... d'où il vient, Zischler, il est acteur, il est réalisateur, il a joué avec Chantal Ackerman, avec Jean-Luc Godard. Donc on a affaire à une démarche de photographie. C'est quoi mon problème pour en parler? Que ça fait un mois que j'ai ce livre, et qu'il y a dans la tête, il y a forcément un moment où tu t'expliqueras sur la vidéo. Puis là, est-ce que tu es prêt? Non, je suis pas prêt. Est-ce que tu es prêt? Non, je suis pas prêt. Est-ce que je suis prêt? Non, je suis pas prêt. Mais tu te dis, on va y aller quand même. Alors, qu'est-ce qui fait que c'est difficile? C'est que c'est un livre, pour moi, non pas en langue étrangère. C'est écrit en allemand, traduit par, toujours important de le dire, Jean Torrent, comme d'autres livres de Zischler. Donc on est parfait dans la langue, dans le travail. Publié par Macula, ça veut dire qu'on est totalement atypique dans la forme du livre. La forme d'une ville, on sait ce que c'est. Mais la forme d'un livre, à quel endroit sont les débuts de chapitre? Là, comme ça, sur la page inverse et tout en haut. Est-ce que c'est justifié ou indenté? C'est pas justifié. Comment se passe le lien aux photographies et aux images? Chaque page, chaque fragment réinvente. Alors, est-ce que c'est aussi que je dis photographie, mais c'est quelquefois juste des choses documentaires, des cartes à noter. Quelquefois là, le titre, c'est quoi? C'est une citation de Karl Marx. En traversant toute la longue ville jusqu'à Strahov. Karl Marx, 1937. Tiens, 1937, Karl Marx. Bizarre Macula. Et qu'est-ce que vous avez là? Voilà, par exemple, comment on va rentrer dans le bouquin. Il y a un chapitre qui fait... Alors, il y a 2 pleines pages de texte, une grosse pleine page de texte encore presque, et puis arrive une série de vignettes, et puis tout d'un coup, ce sont plus que des planches photos, et si ça continue, on va alterner deux fois double page de vignettes photos, encore une troisième. On reprend le texte, et puis ensuite ça s'insère, il y a des citations, il y a des notes. Et de quoi il s'agit? Eh bien, d'une traversée complète en diagonale du Grand Berlin. Mais c'est la conclusion. Et c'est quoi?
Il y a un gars qui m'a envoyé un projet comme ça. Tu mets un iPad directement contre la vitre et puis je pense que c'est pas de l'iPad, mais c'est des photographies faites du bus à Impérial dans lequel il fait ce voyage. Est-ce que ça peut donner envie de lire? Ben non, pas en tant que tel. Alors comment il fonctionne ce bouquin et pourquoi je suis perdu? C'est-à-dire que la ville, c'est un écosystème multiple. Et ça, c'est les leçons de Walter Benjamin, qui est évidemment très présent ici, mais pas lui seul. Et dans cette construction mentale qu'est la ville, ou la construction mentale que tu dois élaborer pour rejoindre la ville, eh bien, toutes les strates fonctionnent sur des registres qui n'ont strictement rien à voir. Par exemple, la strate historique, et nous de loin, Berlin, bah ouais, t'as des grandes dates. Mais simplement non, t'as ce qui s'est passé dans l'architecture au moment prussien, ce qui s'est passé dans l'architecture dans la République de Weimar et ce qu'a réorganisé la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, ce que réorganise le nazisme. Et après le nazisme, ce qu'organise la bipartition de la ville, le mur, et puis ensuite la reconstruction. Donc tout d'un coup, tu te retrouves avec des choses totalement contradictoires et qui en même temps peuvent laisser passer les points communs qui les traversent verticalement dans le temps. Par exemple, les tentatives d'architecture, si c'est Mies van der Rohe en 1920 ou si c'est les nouvelles tours avec des ponts qui veulent briser l'homogénéité de Berlin, Alexanderplatz, qui était une sorte de symbole de l'Allemagne de l'Est, comme on disait. Et les mots, par exemple, les mots qui disent les époques, les mots qui disent les endroits de la ville. Bien, tout ça encore, c'est une autre histoire. Et puis, ce qui est justement le décalage, mais où on se retrouve en affinité avec Bailly, avec Bruce Begou et d'autres, c'est que en quoi ça implique ta propre expérience pour que le visible, que le réel se fasse accessible, se fasse traversable. C'est-à-dire, c'est quoi le réel? C'est ce qui est là? Non, c'est ce que le langage construit au-delà de ce que tu perçois, donc par le statut de l'expérience. Et ce qui est très dérangeant dans ce livre, c'est que tu es toujours dans Berlin, mais chaque chapitre doit avant tout trouver son mode d'organisation discursive. C'est-à-dire quelle histoire tu racontes. Et que selon l'histoire que tu racontes, le rapport à l'archive, le rapport aux guerres, le rapport au récit et à la littérature. Il y a une place... attendez, faut absolument que je la retrouve. Et puis, c'est là où ce bouquin me déborde. Non seulement j'habitais à Berlin, mais on habitait tout en haut de Kurfürstendamm, Storkwinkel, ça s'appelait, une maison qui appartenait à DAAD pour justement loger les artistes en résidence. C'était juste à côté de Rathenau-Platz, où il y avait cette espèce de Cadillac coulé dans le béton. Et bien juste après, lui, là, qu'est-ce qu'il raconte? Donc là, tu retrouves ce truc-là, mais tu retrouves tes propres pas, tu retrouves ton quartier. Et qu'est-ce que tu apprends? Eh bien, tu apprends l'existence d'une place qui s'appelle Agathe Laache. Et moi, j'avais jamais entendu parler de Agathe Laache, avec la place Agathe Laache, dédiée à la mémoire de cette linguiste juive berlinoise qui publia en 1928 une monographie érudite et foisonnante sur le dialecte local. Après avoir obtenu son grade de docteur et s'étant vu refuser avant la Première Guerre mondiale un poste d'enseignement en Allemagne, Agathe Laache émigre à Braunau, en Pennsylvanie, où elle rédige un manuel désormais classique, la grammaire du moyen-bas allemand, et acheva ses recherches sur le dialecte berlinois. Par affection pour sa patrie, elle revint cependant en Allemagne pendant la guerre, en 1917. Une citation de Agathe Laache. Un chapitre extrêmement étoffé traite des particularités du vocabulaire berlinois. C'est une incomparable mine, au-delà des facéties étymologiques. En 1923, Agathe Laache fut la première femme à obtenir une chaire de langue et de littérature allemande à l'université de Hambourg. Quand les nazis prennent le pouvoir, elle perd son poste d'enseignement, n'a plus le droit de faire de la recherche. En 1942, elle est déportée et assassinée à Riga. Alors, est-ce qu'on peut parler de Berlin sans parler de cette gravité? Ben non, simplement, comme ça traverse tout d'un coup. Et là, on est juste là, dans cette... traversé par le bus à Impérial, justement au moment où il croise Rathenau-Platz.
et la place à Gâtelage. Je vous lirai tout à l'heure juste un tout petit extrait justement sur qu'est-ce que c'est une place dans une ville. Alors c'est ça qui fait que depuis un mois je suis dans ce bouquin, il me semble que j'ai jamais lu un bouquin sur la ville qui change autant par rapport à tous ces gens que j'ai pu citer, ou tout ce travail, ou même espèce d'espace, ou même la conception même du rapport de l'écriture à la ville. Et à toutes ces couches de temps qui s'entremêlent, se croisent, et ça n'empêche pas même les sciences humaines, des gens comme Lusso, etc., etc. Mais on n'est pas là. C'est-à-dire comment tu l'appréhendes avec la langue en marchant. Et à chaque fois, une fois que tu as trouvé le récit, l'histoire, c'est-à-dire le lieu, la forme du récit, le statut de ton expérience pour y arriver, même si c'est consulter des archives, à ce moment-là, comment le livre, ce que devient le livre par rapport à l'expérience, eh bien, qu'il reconstitue cet écosystème avec cet ensemble de paramètres divers, et que l'histoire réabsorbe. Il n'y a pas un livre avec une manière de faire sur Berlin. Il y a autant d'expériences en un lieu, dans un différent statut qui assemble toutes ces strates, et qu'à chaque fois, ce qui est produit est différent. Je prends, par exemple, je pense que c'est le 3e chapitre. Voilà 2 photos. Est-ce qu'elles sont exceptionnelles ? Un type avec une perceuse en train de faire un trou dans le trottoir, et puis 2 types là, peut-être c'est l'auteur et peut-être le gars, devant une camionnette comme on en trouve à tous les coins de rue, de type qui... il fait quoi, ce gars ? Alors je reprends, regardez encore une belle image. Petite touffe d'herbe sur un trottoir, petit amas de feuilles mortes dans un trou entre les pavés, justement, qui a échappé au balayage. Titre du chapitre, et vous voyez là, macula, ça. Sur les pas d'un inspecteur des chaussées, 2012. Inspecteur des chaussées. Reprenez Kafka, Souvenir du chemin de fer de Calda. L'inspecteur qui vient une fois par an. Là, comment on le reçoit. Mais là, qu'est-ce qu'il fait, ce gars ? Entre 10 et 12 km, telle est la distance que parcourt quotidiennement dans le quartier de Spandau le Straßenbegehr, ce marcheur des rues, Straßenbegehr, qui est l'inspecteur des chaussées. Il regarde à gauche, il regarde à droite, lève aussi sans cesse les yeux vers les branches, les poteaux. Il marche, le regard légèrement baissé, d'un pas mesuré, parfois hésitant. Il s'arrête quand il lui faut enregistrer un dommage. Le trottoir est son domaine, la rue sa chasse gardée. Au cours de la longue existence d'une rue, il n'y a qu'un bref intervalle de temps où elle demeure sans tache ni avarie. Dès qu'on se met à en faire usage, dès qu'on y marche et qu'on y roule, que la grêle et la neige s'y précipitent, que les racines poussent sous son revêtement, que les feuilles et plus rarement les branches y tombent, qu'un animal la traverse en courant sans jamais atteindre l'autre bord. Le Straßenbegehr entre en lice. Il fait partie de la rue, il en est un élément, son compagnon assidu, il en est l'infatigable observateur, le messager ambulant, loin de toute sagesse orientale. Son but, c'est le chemin. Pour lui, le but et le chemin se confondent. Il ne s'arrête ni ne marche pour rien sur la voie publique. Il ne se contente pas, etc. La rue est une gigantesque peau de serpent écaillée, crevassée, 1000 fois rapiécée. L'inspecteur des chaussées ne se soucie pas particulièrement de savoir quel engin y roule et qui s'y promène, de toutes les empreintes et traces de véhicules et passants. Il n'enregistre que celles qui viennent estampiller l'épaisse peau de plaies persistantes. Au fil des années, ces observations s'additionnent pour former un mémorandum officiel et un objectif. Et voilà. Et là, t'as quoi ? Eh bien, t'as le registre où notre Straßenbegehr, ce marcheur des rues, auquel est attribué un territoire précis de Berlin, note ses itinéraires, ce qu'il a remarqué, ce qu'il faut faire, les travaux à faire. Donc, tu as une espèce de vue en sténopée. La ville, sans plus rien que les sols, salut Régis Perret, les trottoirs et les tout petits micro-accidents. Un chat crevé, ben ouais, faut bien l'enlever, etc., etc. Et ça devient quoi ? Eh bien, ça devient une carte, ça devient le geste de noter comment le gars inscrit sur ses fiches, et puis les registres, et puis l'histoire écrite de quoi ? L'histoire écrite de ce micro-quotidien qui est la peau de la ville. Je ne vais pas insister, c'est le 3e chapitre. Il y a même dans sa petite camionnette, voilà les outils. Un arrosoir, un tuyau, une pelle et une pioche,
un petit marteau à décoincer les trucs, de quoi faire un petit bout de ciment. C'est humble, ouais, mais des fois c'est moins humble. Par exemple, moi, Berlin, 1988, c'était ma réticence, parce que pourquoi ça a été fort cette année? Parce que tu vis dans une ville encerclée, moins un quart, et ça déjà c'était compliqué. Ça c'est aussi un chapitre. C'est-à-dire, si tu prends le gros camembert, tu enlèves un quart du camembert, eh bien, par exemple, il y a des endroits où le métro passait sous Berlin-Est pour rejoindre 2 stations de Berlin-Ouest. Et puis, à la petite pointe, c'était quoi? Eh ben, c'était cette immense place avec encore le Reichstag et ses bâtiments officiels. Et puis c'est là où l'architecture neuve avait construit la Philharmonie, aussi une espèce de train à sustentation magnétique qui a jamais fonctionné, une grande bibliothèque. Et puis en même temps, tu avais la Anhalter Bahnhof, c'est-à-dire cette vieille gare qui était celle de tout le témoignage de l'Europe centrale, c'est-à-dire cette plaque monde qui est l'idée de l'Europe aussi. Et la Anhalter Bahnhof, c'était un gigantesque terrain vague. Et tout ça, alors maintenant, tout ça maintenant a été repris, reconstruit. Mais comment il fait, lui? Eh bien, dans ces années-là, avant la chute du mur, eh bien, il restait une petite maison, toute seule. Tout avait été démoli sauf cette maison. Eh bien, il connaissait le gars qui y habitait au premier étage de cette maison, là, dans ce coin. Eh bien, il y va, il visite. D'autres chapitres, comme ça, il y a une cathédrale à Berlin, on essaye de la dynamiter. Il y a une énorme photo où c'est génial, on voit toute la poussière, on voit le truc suspendu en l'air. Simplement, quand la poussière retombe, tout a été explosé partout, sauf quoi? Sauf le clocher de la cathédrale. Mais, par exemple, quand on parle de cette maison, autour de la maison, bien tout d'un coup, on a un point d'énonciation pour redire tout ce paysage à la fois volatilisé, transformé, historique, mais on interroge quoi? On interroge pourquoi cette rue finit là? Pourquoi le dessin de cette rue est si étrange? Et pourquoi les bâtiments, par exemple, la Philharmonie et la grande bibliothèque d'État avaient été recomposées d'après une perspective historique de la ville qui n'existe plus. Et quand la ville s'est refaite, là, elle ne s'est pas encombrée, elle a recoupé tout. Et puis cette espèce de fragment de rue au milieu de l'architecture neuve est devenu une sorte de fragment à nouveau abandonné, mais de modernité abandonnée. Moi, c'est ce qui m'a, j'allais dire, noyé. C'est pas vrai, parce que chaque fois, tu as une sorte de plaisir complet. Tu regardes la carte, après tu vas re-regarder les vrais quartiers aujourd'hui, les Google Street View et tout ça. Mais j'ai jamais été déboussolé autant qu'un bouquin. Alors, est-ce que ça suppose d'avoir vécu à Berlin? Alors, probablement que la vision est différente, mais la question de la ville, la question de la logique des ruines à chaque étape du temps, non, ça, il n'y a pas besoin de Berlin. Et puis l'histoire dont on vous parle, est-ce que c'est pas notre histoire? Mais vous voyez, ce que je voudrais pas, c'est entrer dans un truc faux en disant allez lire Berlin est trop grand pour Berlin. Quel titre? Parce que, comme si on avait un devoir moral. Et non, et pourtant, quand il parle de l'histoire d'une prison, et de la démolition d'une prison, ou de comment le quartier qui regardait la prison regarde désormais l'absence de prison, ou comment dans cette prison on avait voulu une sorte d'exorcisme des crimes, installer des sculptures contemporaines, que les sculptures restent et puis plus la prison. Là tout d'un coup, cette question d'espace public, la question de l'art, la question indépendamment de l'archive, indépendamment des poètes, je ne vais pas multiplier parce que je ne maîtrise plus. Tenez, voilà la petite photo, là, je ne sais pas si on l'aperçoit, de la petite maison qui reste toute seule dans l'immense dévastation. C'est un livre sur l'architecture aussi. L'histoire de l'architecture, quelque part, elle est même indépendante des guerres, des régimes. Mais moi, à Berlin, il y avait un endroit, quand on a passé cette année-là, qui était fascinant, puisque, alors ça aussi, la géologie. Berlin est une vallée glaciaire.
Ah bon? Eh bien, en quoi la géologie conditionne aussi l'histoire, le développement, l'architecture? Ben, est-ce que c'est soporifique? Est-ce que c'est de la science humaine? On n'est pas dans de la science humaine, on est dans de la littérature. Simplement l'idée de vallée glaciaire, elle fait aussi partie du voyage de la littérature, du lointain, de l'avant, de l'origine. Alors, à un moment donné, et on pouvait y aller, c'était vraiment, vraiment tout près, on traversait Wilmersdorf, c'était la montagne de Berlin. Donc tu rentrais et ce qui est fascinant en Allemagne, c'est le statut ou le rôle de la forêt. Et puis que tout d'un coup, même dans un lieu comme ça, la forêt, 50 ans après la guerre, elle avait repris ses droits dans toute une zone. Et puis, pourquoi il y avait cette montagne? Alors évidemment, toi, tu y allais en 1988. Sur quoi tu tombais? Sur un petit vieux qui faisait du ski à roulettes, parce qu'il s'entraînait pour les sports d'hiver en plein été sur des skis à roulettes, avec ses lunettes, avec son truc. Il y a un côté cocasse. Il y avait un autre endroit, c'était le champ des cerfs-volants. Les Allemands, ils aiment bien ça. Par exemple, tu as l'étang pour les nudistes, et puis après, tu as le Hundekehl, c'est-à-dire l'étang pour faire tremper les chiens. Donc ça aussi, pour nous, Français, c'est aussi perturbant que quand tu descends de la maternité après la naissance, et puis que tu vois... ou même sur le lit du petit bébé, date de naissance, date de mort. Mais nous, jamais on ferait ça en France, tu vois, ce rapport au mot, là. Et ça, tout d'un coup, c'est par où la littérature s'engouffre. Les voyages. Alors Benjamin et son Sens unique, qui reste finalement... Ça fait rêver autant que Sens unique, ce bouquin-là. Mais les voyages de Kafka à Berlin, je vous le raconte, ma montagne. C'était quoi, cette montagne? C'était la montagne des débris de Berlin. C'est-à-dire, 1945, tout est détruit. Tu ramasses et tu reconstruis. Qu'est-ce qu'on en fait des déblais? C'était même assez fascinant. Il y a un grand canal qui s'en va vers Hanovre. Il y avait des barges toujours chargées de ciment, etc. Mais les déblais, on les avait ramenés et on avait constitué cette espèce de montagne sur laquelle la nature était revenue, avait repris ses droits. Et tout d'un coup, toi, quand tu montes comme ça et que tu te retrouves après dans ce sentiment de ville comme une île de ville avec ce mur, ces miradors, et puis ces zones quand même, quand tu allais vers Potsdam, où tout d'un coup, les étangs, tu pouvais oublier l'espèce de clôture. Le mur n'était plus qu'une espèce d'objet symbolique. Mais quand tu voulais t'élever dans l'intérieur là de cette île, et que tu grimpais là dans cette forêt avec les cerfs-volants, les skieurs à roulettes, etc., tu montais sur un truc de déblai. Est-ce que c'est étranger à nous? Où Paris enterre ses ordures? Vous le savez, le parc de la Courneuve, il est en pente douce. Puis si vous allez à Dugny, vous voyez l'autre front, parce qu'on continue d'élever en rajoutant comme ça les déchets composites. Donc c'est pas des problématiques. On y met des cimetières paysagers dans ces débris organiques de la ville. Là, il s'agit des déblais. Mais ce que je savais pas, c'est que ils avaient fait quoi, le nazisme? Ils avaient construit une gigantesque université avec une architecture à la gloire justement du nazisme, de leur prétention. Voilà la maquette, voilà la photo des architectes, voilà le plan, voilà la coupe maintenant, comme elle était à l'époque, où était le bâtiment, et puis comment est venue la montagne par-dessus. C'est-à-dire, qu'en fabriquant cette espèce de montagne de déblais, ce qu'on a enterré, c'est ce symbole du nazisme, qui était cette terrifiante université, qui évidemment elle aussi a été bombardée, mais qui représentait un mode de savoir, un mode de pouvoir qui était évidemment totalement à balayer et rejeté. Et donc, moi, quand je montais sur cette montagne de débris, je n'avais aucune idée que sous moi, il y avait cette espèce de Babylone de pierre. Babylone, on allait la voir dans l'île des musées, en Allemagne de l'Est. Vous savez, à l'époque, il y avait les voyages d'un jour pour les Berlinois ouest-allemands. C'est-à-dire, tu avais le droit d'aller à l'Est, voir ta famille, etc., mais il fallait que tu sois revenu le soir. Oberbaumbrück, c'est une espèce de pont.
Et là, on le retrouve. Maintenant, il est dans le centre même de Berlin. C'est sur la Spree. C'est joli. Mais à l'époque, au Baumbrücke, c'était le seul passage possible pour les piétons, avec leurs petits baluchons. Bon, mais c'est pas du tout fixé sur le mur, etc. Mais simplement, tout d'un coup, quand tu ouvres ça, sur cette espèce de montagne, et l'université enterrée, et que toi tu découvres que tu savais rien de ça, mais que cet espace de nature te paraît oublier l'île, justement, dans l'île au trésor, on escalade une montagne comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait, Hans Zischler? Eh bien, il vous fait des reproductions d'herbiers avec ces plantes sauvages, ces graines, qui elles aussi sont venues des bouts de l'Europe, et puis qui ont repris possession là. Voilà. Berlin plus grand que Berlin, Hans Zischler. Je suis toujours dedans, je crois que c'est ma deuxième lecture. Une première lecture qui a été linéaire, ce chapitre de la traversée de Berlin à la fin, c'est comme si ça multipliait les possibilités de livres à chaque fois. Et savoir qu'à chaque fois que vous croisez des visages langues, des extraits. En mai 1939, Gertrude Kolmar, poète, qui depuis 1933 doit de nouveau s'appeler Gertrude Sarah Kotzisner, écrit à sa sœur cadette Hilde, réfugiée en Suisse. Et ce qui pourrait ressembler pour un lecteur non averti à une considération mélancolique et un peu lasse, c'est en réalité un message discrètement codé aux fins d'échapper à la censure, qui décrit les conditions de vie toujours plus oppressantes de la Judenstadt, de la ville juive, dans le quartier bavarois de Berlin-Schöneberg. Gertrude y vit avec son père depuis qu'ils ont été forcés de vendre la grande maison familiale de Finkenkrug, une zone résidentielle d'aspect presque campagnard à l'ouest de Spandau. Plusieurs projets d'émigration ont été abandonnés parce qu'elle redoute d'avoir à laisser son vieux père derrière elle, astreinte au travail obligatoire à partir de 1941. Gertrude Kolmar est déportée à Auschwitz en février 1943 dans le cadre de la rafle dite de la Fabrik Aktion. Elle y sera assassinée. Dans sa lettre, Gertrude raconte qu'elle marche dans un Berlin qui lui est totalement inconnu. C'est le titre d'un poème d'Ernst Blass. Un Berlin qu'elle ne peut pas voir, sans doute parce qu'elle-même, publiquement mise à nu par l'étoile jaune qu'elle est contrainte de porter, ne veut pas être vue. Pourtant, plus encore que la déambulation à travers la ville inhospitalière, c'est le ton et un certain vocabulaire qui font penser au récit d'un rêve. C'est en effet un cauchemar de se trouver ainsi désapproprié de sa propre ville, chassé du quartier où on a grandi pour être transplanté, entassé quelque part dans une absence de paysage. En écrivant, Gertrude réussit à se tenir à l'écart de ce Berlin menaçant, où s'est très vite intensifiée année après année la guerre civile menée à partir de 1933 par l'administration nazie contre la communauté juive d'Allemagne. Pendant de longues années, Gertrude Kolmar a vécu le dos tourné à la ville, réitérant le geste ainsi de Berlin lui-même qui s'est construit en tournant le dos à la Spree. Elle va son chemin vers l'intérieur, dans la poésie. Ce qu'elle perçoit de la ville au dehors est une ville qui n'est pas plus la sienne. Aller me promener ici en ville n'est pas une chose pour moi, à moins que cela ne doive se prolonger encore pendant des années, mais l'avenir est sombre, écrit-elle 10 jours après l'agression de l'Allemagne contre la Pologne. Et quelque temps plus tard, je t'ai déjà dit mon sentiment de l'irréalité de notre vie berlinoise. Cela doit probablement favoriser mon attitude détachée. Depuis, ce sentiment s'est encore renforcé. Son charme s'est accru et hors de la maison, dans la rue en particulier, j'ai souvent une impression de stupeur, d'hébétude dont je désire ardemment, mais en vain, m'éveiller. Vous voyez, alors, je voulais vous lire 2 pages totalement d'anthologie sur comment définir une place dans la ville. Mais ce livre les multiplie. Je me retrouve à relire ce passage de Gertrude Kolmar et le dire. Et là, Gertrude Kolmar, on est là justement dans le pire. C'est-à-dire quelqu'un assassiné à Auschwitz, une jeune femme poète. La façon qu'a Hans Zischler d'aller chercher Gertrude Kolmar, c'est à prendre dans le déni de ce monde monstre. Et qu'est-ce qu'elle dénie? Sa position de poète et son rapport à la ville. La ville comme absence de paysage. C'est-à-dire que quel que soit le destin de Gertrude Kolmar, ce qui fait qu'elle saute là par ce jeu, elles ont été traduites en français, les lettres de Gertrude Kolmar. Hein, Laure Bernardi?
tu sautes et tu arrives là, dans le présent, et tu y arrives avec la littérature. Et là, ben, tu rejoins, tu honores, tu rejoins, et on n'est plus dans le devoir historique. Berlin, c'est pas une plaie, c'est une ville à nous. Sentiment qu'on a aussi à New York, et probablement ailleurs. Hans Zischler, Berlin est trop grand pour Berlin, et désolé. Vous savez ce qu'il m'a fait, Hans Zischler? Il a fait dire à Makula qu'il avait vu ma vidéo sur les petits papiers égarés. Et cet homme-là parle français parfaitement alors. Désolé, Hans Zischler, d'être si maladroit avec un si grand livre. Mais je peux seulement vous dire, Hans Zischler, que ça fait 1 mois que je vis avec ce livre. C'est un immense cadeau, une immense respiration. Et pas seulement pour avoir vécu 1 an à Berlin, en 1987-1988.